Et donc maintenant, nous allons parler avec Farnaz Moser. Donc, nombreux d'entre vous connaissent Farnaz. Et ceux qui ne la connaissent pas devraient, en fait, parce que c'est vraiment grâce aux efforts de Farnaz depuis de très nombreuses années qu'il y a des camps de vacances à l'EPFL pour les enfants, des crèches à l'EPFL, des cours pour les filles sur Internet, maths, etc. Et elle va nous en dire beaucoup plus. Elle est actuellement donc responsable du service de promotion des sciences de l'EPFL. Et je ne vais pas la décrire plus longuement parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, je veux vraiment que chacune des personnes que nous interviewons aujourd'hui présente leur parcours pour qu'on puisse voir la non-linéarité de ces parcours et le fait qu'on peut vraiment moduler son parcours en fonction de ses souhaits. Merci Farnaz d'être aujourd'hui avec nous. Bonjour Guizou, merci beaucoup de m'avoir invitée. Et donc peut-être tu peux nous décrire ton parcours de vie en quelque sorte. Alors je suis née à Téhéran. Moi aussi. En Iran, où j'ai fait mes écoles primaires et secondaires. Donc, j'ai obtenu mon bac à l'âge de 16 ans. Et là, j'ai passé le concours pour entrer à l'université. Donc, j'ai commencé mes études dans le domaine de l'ingénierie chimique à l'université en Iran. Et là, les événements en Iran et la fermeture temporaire des universités ont fait que je suis venue en Suisse pour pouvoir continuer mes études. Là, tout d'abord, j'ai dû apprendre le français parce que je ne savais pas un mot de français, en fait. Et puis ensuite, j'ai fait le CMS pour entrer à l'EPFL et je me suis inscrite pour la même branche, c'est-à-dire l'ingénierie dans le domaine de la chimie. Donc après, j'ai obtenu mon diplôme et aussi après, j'ai fait une thèse de doctorat à l'EPFL dans le domaine de chimie physique. Ensuite, j'ai travaillé en tant que chercheur aussi à l'EPFL et un petit peu au Poly Zurich, ce que j'ai vraiment adoré. Faire la recherche, c'était juste génial. Et puis, pendant tout ce temps, j'avais aussi une vie associative. Donc, j'étais présidente de l'association du corps intermédiaire de l'EPFL pendant plusieurs années, où j'ai pu mettre sur pied des projets et les réaliser. Et lorsque une nouvelle direction de l'EPFL est arrivée, on m'a demandé, c'était fin 2001, de mettre sur pied une nouvelle politique de l'égalité des chances pour l'EPFL sur pied. Ensuite, j'ai commencé à mettre petit à petit cette politique sur pied. Dès 2004, j'ai dirigé le nouveau bureau de l'égalité des chances qui a été créé, basé sur cette politique-là. Et ça, jusqu'à fin 2014. En parallèle, dès 2008, j'ai mis sur pied une unité pour la promotion des sciences auprès des jeunes. Et puis, en 2015, l'EPFL a créé le service de promotion des sciences et que je dirige depuis 2015, avec beaucoup de plaisir aussi. Merci beaucoup. D'abord, merci pour ce que tu as fait pour l'école et pour les hommes et les femmes qui ont pu bénéficier par le biais de leurs enfants de tout ce que tu as mis sur place. Tu as souligné que tu avais une vie associative, que tu travaillais dans l'associatif. Et ça, aujourd'hui, on va beaucoup en entendre parler parce que vous allez rencontrer des membres de l'AG Poly, Manon Boissa, des membres de Polyquity, Marijn van Hofmeer et d'autres. Et alors c'était peut-être déjà le cas avant. Et donc il y a deux aspects de la vie associative. Celui qu'a présenté Farnaz, c'est-à-dire que ceux qui font ça, ça leur donne une formation dans la vraie vie pendant qu'ils font leurs études qui apporte énormément et qui attire clairement l'œil soit là de l'EPFL, soit d'employeurs potentiels. Mais on voit aussi en ce moment la force de ces associations pour amener le changement
que ce soit par le Grève du climat, Zero Emission Group, Polyquity dont on va parler, qui ont vraiment amené sur la table le sujet du harcèlement, et Grève du climat, les deux réunis ont vraiment amené le PFL à créer la vice-présidence dont j'ai pris la responsabilité, qui est la vice-présidence de la transformation responsable. Donc, le rôle des associations est vraiment absolument primordial. Tu veux peut-être en dire un peu? Effectivement, c'est extrêmement important justement de donner ce champ et cette possibilité aux associations de s'exprimer, d'amener des projets, de pouvoir les réaliser. C'est primordial, à mon avis. Alors peut-être que tu peux nous dire un petit peu quels étaient les obstacles auxquels tu as dû faire face dans la mise sur pied de ce plan de l'égalité, avant de passer plus sur... Bon, pas trop. Oui. Il y en a beaucoup, je pense. Donc. Alors, en fait, il fallait commencer depuis le zéro. Donc, il fallait travailler sur plusieurs plans. D'une part, il fallait amener vraiment une culture de l'égalité des chances à tous les niveaux de l'EPFL. D'autre part, c'était vraiment important, il fallait travailler aussi avec des schémas culturels. Donc, il fallait encourager déjà les jeunes filles à choisir les filières scientifiques et celles de l'ingénieur. Et puis après, mettre des mesures concrètes sur pied pour le développement des carrières féminines scientifiques à tous les niveaux. Et en parallèle, il fallait mettre sur pied des infrastructures pour permettre de mieux concilier la vie familiale et l'activité professionnelle, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Donc les obstacles, il y avait déjà le fait que pour certaines choses, comme par exemple concilier la vie familiale et l'activité professionnelle, on parlait que pour les femmes. Il fallait amener le fait que c'était une affaire des femmes et des hommes. Il y avait aussi vraiment les stéréotypes et les schémas culturels qui étaient très ancrés, et il fallait travailler à la fois à l'extérieur de l'EPFL, et ça avec les jeunes filles, avec les parents, avec les enseignants et enseignantes, avec les médias, la société en général, et à l'intérieur de l'EPFL pour pouvoir permettre après une poursuite de carrière jusqu'à l'arrivée au plus haut étapes et aussi entrer dans la vie active. Alors, parmi les obstacles, je dois dire que quand j'ai mis le programme sur pied, c'était bien sûr accepté et c'était donc approuvé, mais très vite j'ai compris que pour pouvoir réaliser ce programme en entier, pour ne pas faire juste des mesures ponctuelles, pour juste que ça reste pas au niveau de beaux projets à réaliser, il fallait aller chercher des alliés et des moyens financiers. Les moyens financiers qui étaient mis à disposition n'étaient pas du tout en adéquation avec la mise sur pied d'un programme de grande envergure avec des effets qu'on s'attendait à avoir. Donc ça, j'ai vite compris que pour la première fois, un service de l'EPFL devait fonctionner peut-être comme un laboratoire de recherche qui fait des projets, qui va chercher de l'argent et qui les réalise. Donc, merci beaucoup. Donc, Martin Vetterli a avancé des chiffres tout à l'heure. Quand il y a 27 ans, le 30% de temps de travail d'une personne a été consacré pour faire avancer l'égalité, l'inclusion sur le campus de l'EPFL. En 2020, c'était 200%, donc 27 ans pour un 1,7 full-time equivalent. J'espère que maintenant il y a un alignement des étoiles et qu'on va pouvoir aller plus de l'avant sur ce sujet. Donc le flambeau de Farnaz a été repris par Hélène Fugger et on se réjouit de voir ce qui va se passer à l'avenir. Mais maintenant, parle-nous plutôt de ce que tu fais avec les enfants et comment tu es venu à l'idée d'aller vers ça, comment tu as mis en place le bus des sciences ou
l'Internet pour les filles et des choses comme ça. Alors, je dois dire que la promotion des sciences auprès des jeunes à l'EPFL prend ses racines dans la promotion des sciences auprès des filles. Parce que j'ai commencé par des activités pour les filles et très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin de faire la promotion des sciences auprès des jeunes et du grand public en général. Donc, c'est pourquoi, en fait, et comment est-ce qu'il faut faire ça? D'une part, c'est vraiment important, de manière générale, de donner une image juste et valorisante des sciences et des scientifiques. Aujourd'hui encore, il y a cette image de scientifique ou de science qui est souvent déformée et stéréotypée. Donc, il faut montrer d'une part la diversité des sciences et la diversité des scientifiques à la société, la place des sciences au sein de la société et l'utilité de ces sciences et des technologies en fait pour la société. Et puis, il faut aussi instaurer dès le plus jeune âge en fait une culture scientifique qui donne la clé de la compréhension des choses aux jeunes, mais aussi au public en général, pour que les gens puissent prendre les décisions en comprenant les choses. Et on voit aujourd'hui combien c'est important, par exemple avec la crise pandémique qu'on a actuellement, que les gens puissent savoir ce que les sciences font et comment est-ce qu'il faudra utiliser ça pour, par exemple, ne pas demander, au passage, je dis, aux scientifiques de se taire. Donc, il y a en fait ce besoin de manière générale de faire la promotion des sciences et aussi pour les jeunes. Donc il y a une autre chose, c'est qu'une partie de ces jeunes, on aimerait qu'ils choisissent ces filières scientifiques et technologiques pour leur parcours professionnel, pour leurs études. Et donc il faut qu'on commence très tôt pour pouvoir les encourager, pour les initier aux sciences et aux technologies. Et c'est là où notre programme intervient. Donc, nous avons un programme qui s'appelle « Les sciences, ça m'intéresse » avec des activités scolaires et extrascolaires complémentaires dans tous les domaines MINT, en fait, pour des jeunes filles et garçons âgés de 7 à 16 ans. On a aussi des activités pour les plus jeunes, mais il y a moins d'activités pour les plus jeunes. Et puis, dans ces activités, en fait, on a une approche pédagogique qui est ludique et active. C'est l'apprentissage par la pratique. On a aussi le fait de mettre ces jeunes en contact avec les étudiantes et étudiants et avec les scientifiques et les chercheurs de l'EPFL. Donc, il y a aussi cette proximité et ces modèles qui communiquent leur passion à ces jeunes. En ce qui concerne les jeunes filles, en fait, la dimension genre est répandue dans tous les aspects de notre programme. Et en plus, nous avons des activités spécifiques, c'est-à-dire un programme spécifique exclusivement pour les filles, ou comme tu as parlé par exemple de Internet et code pour les filles, qui me tient particulièrement à cœur parce que c'était notre première activité pour les jeunes filles qu'on a mis sur pied à l'âge, donc c'était entre 9 et 12 ans, et elles viennent pendant 11 semaines et à la fin, elles auront fait leur site web et elles auront appris les bases de la programmation. Donc, les contenus ont changé, bien sûr, ont été adaptés pendant toutes ces années. Mais aujourd'hui, ce qui me fascine, c'est l'intérêt de ces jeunes filles, leur implication à venir en semaine de suite et leurs yeux qui brillent. Et pour les filles et les garçons, bien sûr, il y a
beaucoup d'activités différentes. Le bus des sciences, ça me tient aussi particulièrement à cœur parce qu'on va à la rencontre. Tu peux nous expliquer ce que c'est exactement le bus des sciences? Le bus des sciences est un véhicule, donc une remorque avec une tente, avec une exposition des expériences interactives, de 13 expériences interactives qui ont lien avec les différentes sections de l'EPFL. Et avec ce véhicule, on va s'installer dans les écoles 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. On commence avec un show ludoscientifique et avec une présentation des différentes filières, en fait, dans ces domaines-là, pour toute l'école. Et ensuite, les jeunes peuvent venir des classes par tranche de 2 heures, aller visiter à l'aide des médiateurs et médiatrices scientifiques cette exposition d'expériences interactives et aussi faire des expériences sous la tente, des hands-on en fait. Et avec ça, ce qui se passe, c'est qu'on va les voir là où ils sont, ces jeunes filles et garçons, et puis on leur amène un petit bout de la science. C'est comme une fête des sciences qui s'invite. Vous êtes donc un peu comme les épiceries ambulantes qui vont avec leur camion de village en village ou les cirques qui vont de village en village. Vous installez votre tente dans une petite ville de Suisse romande et puis vous avez qui a envie vient vous voir, c'est ça? Exactement. Bon, qui a envie, d'abord, c'est les écoles, donc c'est les classes des écoles. Et ensuite, les après-midi de mercredi, c'est effectivement monsieur et madame tout le monde qui peut venir voir ce qui se passe et puis parler des sciences ensemble. D'ailleurs, si certains qui nous écoutent sont attirés par aider Farnaz à aller dans les villes et les villages de Suisse romande, n'hésitez pas à la contacter, elle a toujours besoin de renforts. J'aimerais souligner que c'est quand même une prouesse, l'Internet et code pour les filles, parce que Farnaz mentionnait que c'était 11 semaines, mais ce n'est pas seulement 11 semaines, c'est 11 semaines le samedi matin. Donc pour convaincre un enfant de 9 à 12 ans d'aller motiver pendant 11 semaines à l'EPFL pour faire du coding et un site internet, c'est vraiment magnifique et j'en sais quelque chose parce que ma fille l'a fait et j'étais étonnée tous les samedis qu'elle y aille avec enthousiasme et qu'elle ne me dise pas tu veux vraiment que j'aille à l'EPFL, donc merci, c'était vraiment fantastique. Merci beaucoup. Ce qui était difficile au départ aussi, c'était d'entrer et de dire que en fait, on peut renoncer quelquefois à la mixité qui nous tient tellement à cœur pour certaines activités, pour justement aller vers l'égalité des chances. Et donc, ce genre d'activités maintenant exclusivement pour les filles, on en a plusieurs. On a aussi dans le domaine de maths, on a pour des tranches d'âge supérieures. Donc, les robots, c'est l'affaire des filles, ou toi aussi créer ton appli, ou des camps scientifiques pour les filles. Et on a commencé avec un atelier de 24 filles, donc avec Internet. Maintenant, on a un programme où on touche plus de 12 000 jeunes par an, qui est dans tous les cantons, dans les cantons de la Suisse romande. Et maintenant, on commence aussi en Suisse alémanique. Et puis, en fait, ce qui est important, c'est de voir que les mentalités ont changé aussi au cours du temps. Bon, dans les témoignages qu'on a pu voir de Polyquity, donc sur Instagram, Payton EPFL, il y a énormément de témoignages de sexisme dit ordinaire, ce qui est une expression abominable à mon avis, et qui sont des remarques qui sont faites aux femmes étudiantes sur le fait qu'elles ne sont pas à leur place, qu'elles sont blondes et intelligentes, c'est pas normal, des choses comme ça. Et donc le fait d'avoir des activités qui sont que pour des filles, au moins une chose est sûre, c'est qu'elles ne vont pas avoir des remarques désobligeantes vis-à-vis d'elles. Donc qu'est-ce que tu en penses? Alors bon, ça c'est sûr. Le fait d'avoir les activités pour les filles, bon, il y a plusieurs raisons, exclusivement pour les filles. Donc premièrement, lorsqu'on organise des activités pour les filles et les garçons, d'abord, ce sont les garçons qui s'inscrivent. Et donc, ça prend plus de temps pour encourager les filles
à venir vers ces filières. Lorsqu'on dit que l'activité est que pour les filles, Internet et code pour les filles, ou les robots, c'est l'affaire des filles, c'est déjà dans le titre. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que déjà les parents se disent « Ah, mais c'est aussi pour ma fille ». Et la jeune fille se sent aussi à sa place. Donc, on a plusieurs inscriptions et on a des listes d'attente partout. Donc, ça, c'est la première étape. Une fois qu'elles sont entre elles, tu as parlé de cet aspect-là, en fait, c'est l'aspect compétition ou collaboration. On a vu que généralement, dans ces activités-là, les garçons ont l'approche de travailler en compétition et les filles en collaboration. Donc, elles se sentent beaucoup plus à l'aise entre elles avec cette manière de faire. On arrive exactement, bien sûr, au même résultat, ce qui est tout à fait normal, mais la façon, l'approche est différente. Donc, elles prennent confiance aussi dans leur capacité, dans ces domaines, en participant à ces activités. Tu dis qu'il y a des listes d'attente, mais ça veut dire qu'il te faudrait plus de personnes pour pouvoir satisfaire la demande? Oui. Il y a effectivement, on peut encore développer l'activité, on peut aussi les développer partout où on va, dans tous les cantons, c'est le même phénomène, c'est-à-dire qu'il y a une demande et il y a une liste d'attente. Maintenant, grâce à des collaborations, on a pu étendre le programme, comme j'ai dit, géographiquement dans tous les cantons de la Suisse romande. On vient de commencer en Suisse alémanique et on voit que c'est le même phénomène, que la demande est là. Donc, avec plus de moyens, bien sûr, on peut faire plus de choses et puis répondre à la demande. Est-ce qu'en ce moment, on a toujours un coup de cœur, que ce soit dans un labo ou ailleurs. Donc, c'est quoi ton coup de cœur dans ce que vous offrez en ce moment? En ce moment, c'est peut-être le dernier programme en date qu'on a mis sur pied, c'est le Coding Club des filles. Le Coding Club des filles, c'est un projet qu'on a développé dès 2018, c'est pour les 11-15 ans. Et puis, c'est soutenu par le Bureau fédéral de l'égalité. L'idée, c'est de faire, bien sûr, des ateliers en présentiel, mais aussi des ateliers online, de faire un réseau, une plateforme où ces jeunes filles peuvent travailler ensemble pour avoir vraiment un réseau de jeunes informaticiennes et puis avoir du mentoring, c'est-à-dire avoir des femmes qui leur servent, actives dans ces domaines, de modèles et puis qui communiquent leur passion à ces jeunes filles pour pouvoir les encourager à aller plus avant dans ces domaines-là. Et ce projet, actuellement aussi, on a pu, grâce à des collaborations, l'étendre dans tous les cantons de la Suisse romande. Et maintenant, on a commencé aussi en allemand dans des cantons germanophones. Donc, je trouve ce projet magnifique et ça me fait penser à une fondation dont j'ai entendu parler et que j'aimerais contacter dans un avenir proche, qui a un très joli nom, qui s'appelle Womanity et qui a mis sur pied un cours de coding pour les femmes, les filles en Afghanistan, pour justement leur donner des atouts pour se sortir de la condition dans laquelle elles sont. Et je mettrai volontiers ce que tu fais en coordination avec eux et voir si on ne peut pas faire ça plus largement dans le monde avec l'expertise qu'il y a à l'EPFL. Fantastique. Alors, sur l'écran, je vois les questions apparaître. C'est pour me signaler que maintenant, le floor is open pour les questions du public. Donc, merci beaucoup de poser toutes les questions que vous voulez. Je vais commencer par la première qui est, au vu de ton parcours, est-ce que tu as tenté de retourner en laboratoire à un moment donné? J'ai beaucoup aimé faire de la recherche. C'est vrai que quelque part dans un coin de mon cœur, faire de la recherche me manque. Mais je pense qu'on peut aussi faire les choses d'une autre manière. Et c'est vraiment, j'ai énormément de plaisir et de satisfaction à ce que je fais. Moi, je peux peut-être rajouter un petit complément en tant que responsable de laboratoire. Un des grands plaisir d'un chef de labo, et je pense que la plupart de mes collègues partagent ça, c'est de voir s'épanouir les étudiants en thèse, les postdocs qui travaillent avec nous,
et puis de voir qu'ils sont de plus en plus autonomes, qu'ils ont la flamme pour ce qu'ils font. Et donc ça, au moins, tu es sûr de l'avoir aussi avec les enfants que tu côtoies. Alors, c'est une satisfaction incroyable lorsque je vois en fait les jeunes filles qui ont suivi il y a quelques années nos cours, par exemple, qui sont à l'EPFL ou d'autres institutions que je rencontre, celles qui encadrent maintenant, par exemple, à leur tour nos activités pour justement passer leur passion à ces jeunes filles, ou bien effectivement lorsque je vois nos étudiantes, nos doctorantes qui ont pu d'une manière ou d'une autre peut-être justement bénéficier des différentes actions qui sont dans la vie active et puis qui ont beaucoup de succès dans leur travail. Alors tu en as parlé, mais visiblement quelques précisions sont nécessaires. Est-ce que vous organisez ces cours et ateliers dans plusieurs cantons, et si oui, lesquels? Alors, dans tous les cantons de la Suisse romande, donc on a au moins une activité. On a dans les cantons bilingues aussi, et maintenant on a commencé par exemple donc on a des ateliers Internet et code pour les filles dans le canton de Schaffhouse en allemand, dans le canton de Berne, et puis on a commencé avec des ateliers de coding club des filles à Bâle en allemand aussi. Mais juste pour avoir une idée concrète, ce bus des sciences dans le canton de Vaud, il va où par exemple? Alors, le bus des sciences va aussi dans tous les cantons de la Suisse romande. Non, mais il va, je sais pas, il va à La Sarraz ou je sais pas, juste pour avoir une idée de, est-ce que c'est des grosses structures scolaires ou bien est-ce que c'est vraiment des villages ou... En fait, l'idée de base était d'aller là où il y a plus besoin d'aller, c'est-à-dire que c'est plus difficile de venir vers nous. Donc, effectivement, on privilégie des endroits plus éloignés. Oui, on va à Sarraz, ça c'est sûr, par exemple, mais bon, vraiment, on va dans les vallées, on va là où on nous demande vraiment d'aller. C'est sur demande. C'est sur demande des écoles. C'est pas vous qui sollicitez. Tout à fait, c'est sur demande. Alors, je remercie la personne qui a posé la question suivante, parce que, bon, je remercie pour toutes les questions, mais ce point-là, j'avais oublié de l'aborder, c'est Scientastic. Alors, Scientastic, c'est vraiment pour le grand public. C'est pour pouvoir mettre justement les scientifiques au contact du grand public et aussi de diffuser justement le savoir scientifique et technologique auprès du grand public. Bien sûr, il y a chaque année, on arrive à organiser, on voit que le public a besoin de venir à l'EPFL et de rencontrer nos chercheurs et nos scientifiques. Et ça, c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir organiser ce genre d'événements une fois par an. Tout à l'heure, tu mentionnais que dans les cours qui ont été donnés au cours de toutes ces années, il y a des personnes, en particulier des jeunes filles, qui sont finalement devenues des étudiantes à l'EPFL. Est-ce que tu as gardé un contact avec elles? Est-ce que... Alors, en fait, il y en a qui se présentent de manière spontanée, c'est-à-dire qui me contactent en disant « Ah, j'ai fait telle ou telle activité en telle année et maintenant je suis à l'EPFL ». Ce sont ces témoignages qui nous gardent vraiment en contact. Et il y en a d'autres qui sont, comme j'ai dit, qui sont engagés, nous les engageons pour pouvoir donner nos cours actuels, en fait. Et l'exemple qui m'a énormément touchée pour nos cours Internet et Code pour les filles à Fribourg, il y a une jeune fille qui arrive et qui, avec son attestation, parce qu'on donne des attestations à la fin du cours, en fait, à la fin de ces 11 semaines. Donc, une étudiante qui avait donc maintenant une vingtaine d'années, le premier jour, pour les cours à Fribourg, elle a encadré ses cours et elle est arrivée avec cette attestation pour dire aux jeunes filles, voilà, j'ai fait le même cours, vous voyez, et maintenant je suis en informatique, je fais mes études en informatique et j'aimerais vous dire que je suis heureuse
Et je suis heureuse un jour d'avoir pu faire ce cours pour avoir l'idée de pouvoir faire mes études en informatique. Ça me touche tellement que ça me touche encore aujourd'hui d'en parler. Ça me donne la chair de poule. C'est magnifique que des personnes qui ont reçu veuillent redonner à d'autres et que c'est une sorte de famille de présentation de la science aux jeunes. Merci beaucoup Farnaz d'être venu avec nous ce matin et d'avoir pu partager tes passions sur l'éducation et sur l'égalité. On va s'arrêter là pour une petite pause et ensuite ce sera Christine Becker von Sloten qui présentera Polyquity, les témoignages sur le harcèlement. Donc à tout à l'heure et merci beaucoup. Merci à toi.